Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'entretien cosmique par Céphalopode Cosmique. Nous sommes là à la troisième et dernière partie de l'entretien avec Benjamin. Nous allons parler de classe ouvrière, de culture, de la distinction, de l'évaluation scolaire et de la science. Moi, ce qui m'a frappé avec mes collègues quand j'étais à fond dans l'aide à la personne, bon, c'est une majorité de femmes de la diaspora africaine, tu vois. Et le niveau de français, impeccable. Ça m'a scotché, hein. Mais je pense qu'il y a un surinvestissement et une compensation aussi du fait que les conditions de vie sont difficiles, que ce sont des femmes et des hommes qui ont des diplômes d'Afrique, qui ne sont pas du tout reconnus. Ah oui, Moi, oui. par exemple, tu vois, j'ai candidaté comme ça. En fait, c'est des gens formés, très formés, mais Ouais. qui n'ont pas de reconnaissance. Ça m'a tué, ça, parce que moi j'arrive et tout, je suis comment, j'ai pas fait de formation pour être, et apparemment, je sais pas dans quelle région, mais peut-être même en France, hein, il y a des concours pour être auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, alors que c'est le bas du bas de la hiérarchie sanitaire. Oh, t'as l'auxiliaire de vie, t'as l'aide-soignant, t'as l'infirmier, t'as le médecin, et après, c'est le soleil, quoi. C'est l'administration qui gère tous les trucs et tout. Comment dire, ouais, non, ce qui m'avait tué, c'est le niveau de français était super bon chez mes collègues. J'avais un collègue et tout, tu vois, pour me dire, je sais plus de quoi on parlait. On parlait de, je sais plus de quelle saloperie nous avait fait la manageuse. Puis il m'avait dit, ah, je n'en disconviens pas. Tu vois. Et comment dire, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, comment dire. Donc tu es allé par devers toi. Non, mais c'est comment, il avait, lui en plus, il avait un gros souci de la rhétorique, tu vois. Parce que savoir bien parler, savoir bien se défendre, donc c'est s'affirmer et résister, en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, Ah oui. là il y avait un truc très très fort, tu vois. Et donc il y a une compensation, mais c'est pas du tout une compensation, tu vois, purement abstraite, c'est carrément vital, parce que si tu sais pas te défendre vis-à-vis de ton boss, si tu n'as pas assimilé le règlement de l'entreprise et tout, bah en fait tu peux devenir un jouet malléable et corvéable à merci, tu vois. Ouais, S'il ouais. commence à voir que tu es prêt à tout accepter, tu accepteras tout et tu vas bosser des heures et des heures. Mais ouais, le truc que j'avais noté aussi, c'est que là, c'est pas spécifique à la, comment dire, aux travailleurs français d'origine immigrée ou immigrée, mais c'est que sur le plan du langage, de la prise de parole, sur le plan vestimentaire, souvent les mecs qui viennent du prolétariat, de milieux très modestes ou d'origine ouvrière, en fait ils vont beaucoup mieux s'habiller que des petits bourgeois, ils vont beaucoup mieux parler que des petits bourgeois, et au contraire, tu as des gens de la petite bourgeoisie ou même de la grande bourgeoisie. Moi j'ai vu une nana qui avait un Sarwell Gucci, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu sais, l'imitation parodique de la déglingue, du côté, tu sais, relâché, on est détendu, on va s'exprimer, enfin, tu veux, le singer l'argot aussi, tu vois, tous ces trucs. Alors que le fait comment dire, c'est connu ça, que Bourdieu il avait un complexe de classe énorme vis-à-vis de son accent. Et qu'il a essayé à tout prix de voilà, faire exactement, disparaître. Mais c'est que des trucs comme ça en fait. Et en gros, je dis ça, mais t'as des mecs qui n'ont pas beaucoup de pognon. Oh, je pense à un collègue, il avait chaussures impeccables, et quand il allait au job, il avait la petite mallette en cuir. C'est marrant quoi. Alors qu'il est auxiliaire de vie. C'est intéressant parce que c'est des trucs qu'on retrouvait dans la culture ouvrière beaucoup. C'est-à-dire qu'ils étaient en bleu de travail la journée. Absolument. Ils faisaient très attention à la manière dont ils se fringuaient derrière. Et en fait, ils faisaient vraiment très attention à ces choses-là. Là, de bien se fringuer après avoir. Alors, le problème, c'est que bien se fringuer comme le ferait un ouvrier. Donc, en fait, ils continuent d'être perçus comme des ouvriers parce qu'il y avait que les ouvriers pour avoir ce type de manie-là. En fait. Et donc, forcément, il y a plein de dynamiques de distinction. Forcément, chacun essaie de se distinguer d'une manière ou d'une autre. Même si quand tu essaies de combler le retard que tu peux avoir, donc, ce qui est perçu comme un retard vis-à-vis d'une classe dominante que tu envierais, d'une classe bourgeoise que tu envierais, forcément, eux, ils vont tout faire pour se distinguer de toi qui essaie de leur ressembler. Et ça, c'est un peu On continue d'avoir un discours public très porté sur les efforts, la méritocratie, etc. Et c'est vraiment un piège scandaleux et terrible, et justement nie des mécaniques de distinction justement très 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 puissantes, très très palpables, quoi.
Et de se dire que même si on... Même une fois qu'on aura donné Shakespeare et Dostoïevski aux classes populaires, ils auront les classes pas populaires auront tout un tas de stratégies pour se distinguer et auront lu autre chose et se seront démarqués. Et en fait, s'il y a une manipulation là-dessus de la culture classique, de l'université est un peu un lieu, parce que le système français il est à niveau multiple. Il y en a qui font des classes préparatoires après le lycée, d'autres qui entrent dans des grandes écoles tout de suite, ou des classes par rapport pour aller dans des grandes écoles. Il y a l'université, il y a les BTS, il y a énormément de niveaux, et on voit qu'il y a tout un tas de dynamiques. Les BTS, ils avaient été pensés pour les gens qui faisaient un bac technique, mais la situation de l'emploi et du monde universitaire est telle. Maintenant, c'est des bacs généraux qui vont en BTS, les DUT. Et donc ça sert de lieu des élèves peut-être moyens ou avec moins d'ambition des classes générales. Et c'est des places qui ne vont plus donc, à ceux qui font des bacs techniques, qui n'ont plus les écoles qui avaient été pensées dans le système pour eux, et qui deviennent des gens qui abandonnent au bout de 3 semaines dans des universités où ils ne sont pas à leur place, ça peut être trop dur pour eux, ça complètement à côté de leurs aspirations, quoi. Et en même temps, on a envie de dire oui, même s'ils ont fait un bac technique, il faut qu'ils aient accès au savoir critique et au domaine universitaire, mais comme rien n'est pensé pour que ça se passe bien, puisqu'ils vont se retrouver dans des amphis de 150 avec d'autres qui possiblement ont fait avant des classes préparatoires, des grands trucs, des machins, qui sont plus ou moins déjà dans des cultures élitistes très très sélectives, et ça va être dans un grand gloubi-boulga. Ils vont possiblement se prendre beaucoup de violences classistes, comme par exemple moi j'ai connu en fréquentant l'université, que tout ça additionné, il n'y aura pas beaucoup de survivants, beaucoup de gens très amers. Et justement, c'est un des trucs, alors, on fait notre grande conclusion sur l'université, parce que c'est à maltraiter l'université, en fait, et à maltraiter l'école en général, on crée une première grande étape d'insatisfaction vis-à-vis des institutions, quoi. C'est vraiment la première En France, on a vraiment sacralisé ce lieu, on a créé des grandes mythologies républicaines, un grand cadre, etc. Et on voit que tu vas vite te retrouver dans les classes de 30 élèves, où il y aura des mécanismes de sélection qui ne vont pas du tout passer par l'effort et le travail, en fait. Hein. Mais qui sait qu'un bon dossier pour entrer dans le bon collège, c'est ceux qui ont été déjà même limite dans les bonnes écoles primaires ou les bonnes écoles maternelles, qui sont prêts à payer pour ne pas aller dans le public, mais dans le privé, privé sous contrat ou hors contrat. Par là, tu vas avoir accès à certaines options, certains trucs qui vont te démarquer. Si tu n'es pas d'un milieu toi-même, soit moyen plus, soit privilégié, tu peux juste pas suivre les activités extrascolaires variées, la vie culturelle, l'école que tu payes en plus. J'étais un truc. Moi, j'étais chez une famille de grands bourgeois catholiques et je m'occupais des vieux, tu vois. Ils avaient 97 ans et c'est presque centenaire. Et bref, à un moment, t'avais les petits-enfants qui venaient, quoi. Et bref, je fais le ménage, machin, ils ont mangé et tout, je lave tout. Puis il y a le petit qui vient de 8 ans, et il me fait merci monsieur, mes parents, vous vous occupez vraiment bien de mes grands-parents, vous êtes extraordinaires, tu vois. Et il range son assiette, il a la... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est bien élevé ce petit. Puis je me dis, qu'est-ce que je suis con, tu vois. On est à Solferino, la baraque est gigantesque, ils sont châtelains, tu vois, ils ont plein de trucs. Et pour te dire, la famille, il faisait des... il avait un grand frère ou un cousin, je sais plus. Il faisait des concours de citations de Racine et de Corneille avec la mère ou la tante, je sais plus. Ah oui. Donc, tu sais, j'avais le réflexe méritocrate spontané con, quoi. Où je me disais, oh, c'est bien élevé ce petit quand même, tu vois, c'est un bon gars. En fait, là-dessus, tout le monde a raison. Il faut quand même faire un effort pour être capable de faire une courte citation de Racine. Oui. Et il n'est pas question de nier l'éventuel travail de ce petit gars qui a bien fait son truc, quoi. Et qui était tout à fait charmant. Très bien, et en plus, il peut très bien être très gentil, et il aura peut-être une vie très intéressante, et il sera très gentil toute sa vie, je ne sais pas. On n'arrivera pas à la situation où ce sera l'égalité, tout ira bien, et les mécaniques de distinction, en fait, elles sont... terriblement universel, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en débarrasse pas. On s'en débarrasse pas, même en se débarrassant du capitalisme, à mon avis. Ce que je voulais dire aussi, tu vois, c'est que moi, je suis attaché à la défense
l'histoire du mouvement ouvrier, tu vois, et du Parti communiste français en particulier, et par rapport à tout ce que tu décrivais là, il y avait quand même un monde avant où il y avait un parti communiste qui était une institution d'intégration en fait, des jeunes membres de la classe ouvrière. Tu avais les écoles du parti, tu avais les organisations de cellules, tu avais le militantisme à travers lequel les jeunes se rencontraient, se mariaient, avaient des enfants, pouvaient partir en Union soviétique, avoir des lectures qu'ils n'auraient jamais eues autrement, revenir. Il y avait les intellectuels organiques de la classe ouvrière, les trucs, tu sais, enfin tu connais comme moi. Et le PCF a eu sa tradition de mettre d'anciens ouvriers à sa tête et qui ont existé. Le très connu Georges Marchais, que Duclos, tout le monde a connu, Georges Marchais, c'était un ouvrier à la chaîne qui est devenu le premier secrétaire du parti. Mais en fait, c'est la critique qu'on pourrait leur faire et qui est intéressante, c'est qu'il y avait ce rapport-là à la formation militante et culturelle, mais qui ne critiquait pas fondamentalement la culture bourgeoise en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est pas que les classes populaires soient pas cultivées, c'est qu'on ne considère pas leur culture comme de la culture, souvent. Et le mécanisme d'exclusion, il se fait là, parce que en fait, d'autres petits garçons, ils sont peut-être capables de réciter Booba par cœur, des rappeurs comme ça, et finalement, le vrai écart, c'est de se dire que faire une citation le concours de citation de Racine serait mieux que le concours de citation de Booba, quoi. Ah, et là, sûr, et en fait, c'est là que se joue la différence classiste. Et d'élitisme un peu bas du front continue d'exister, lui, et là, et continue d'être vraiment très fort. Et justement, on continue, même si Booba a une certaine visibilité et légitimité, la citation de Booba par des enfants dans une copie à l'école, elle n'a aucune reconnaissance, il sera sanctionné en fait. Mais ce que je veux dire aussi, tu vois, c'est, je pense que s'il y avait une structure partisane qui soit la propriété des travailleurs et dont la mission politique elle se donne, ce soit leur émancipation, s'il y avait ça aujourd'hui en 2021 avec une structure vraiment puissante, tu vois, comme avec les scores énormes qu'a pu faire le PSF à l'époque, je pense par exemple que ce dont on discutait au tout début, là, paranoïa idéologique, complotisme, on appelle ça comme on veut, tu vois, je pense qu'il y en aurait moins, parce que c'est quand même une structure où tu avais, comme je te disais, il y avait des protocoles de contrôle, d'autocontrôle, de correspondance entre les membres d'une cellule, du même orga, tu avais, voilà, les intellectuels organiques du parti, tu avais la ligne, tu avais tout ça, donc tu avais un cadre, quoi. C'est ça qui m'intéresse dans le parti, c'est la force d'intégration, le lieu de sociabilité, et puis le cadre qui permet aux consciences et aux pensées de se structurer dans un sens qui ne parte pas complètement en cacahuète, quoi. C'est là-dessus. Ça pourrait être le sens d'une prochaine discussion, c'est justement pourquoi ces mécaniques de parti-là qui ont existé n'existent plus. Oui. Est-ce que c'était des problèmes, ça avait une pertinence dans l'époque, à un moment donné, et que ça l'a perdu, ou ça ne l'a plus. En fait, là, c'est qu'on voudrait laisser penser que la culture nous rassemblerait, alors qu'en fait, elle ne fait que nous diviser en permanence. Que l'école, ce serait le lieu de la distinction méritocratique, alors que ça n'est vraiment absolument pas, quoi. Et c'est même tout au contraire. Des mécanismes de mesure internationaux qui justement, eux, ne remettent pas en question le principe, mais mesurent juste les différents systèmes, qui sont juste des mesures des différents systèmes scolaires. Même là, la France, qui pourtant a surfocalisé son attention, vraiment, il y a une concentration symbolique très 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 importante là-dessus, et on est extrêmement mal classé en permanence. Un des pays où notre défense va le plus déterminer notre vie, et où l'école va le plus reproduire la société telle qu'elle est, etc. Malheureusement, il y a eu un gros travail, on parlait Bourdieu et Boudon sont deux sociologues qui ont fait un énorme travail sur cette question-là, et il y a eu la tradition sociologique qui a continué. C'est-à-dire que le système scolaire à plusieurs vitesses français continue, et il y a tout un tas de mécanismes qui continuent d'exister, et les différents héritages. On est dans une société vieillissante où il y aura une importance plus grande des héritages et compagnie,
Et il n'y a pas de mécanisme, on n'a pas d'institution qui permet de lutter contre ça. Et il y a même un tabou sur l'école. Il y a un peu l'idée qu'il faudrait revenir à des techniques traditionnelles type Troisième République. Et en fait, le problème de l'école, c'est ça que le niveau aurait baissé. La transmission se ferait mal, quoi. Et si jamais l'école apprenait correctement Racine, c'est un peu l'argument Finkielkraut, si elle apprenait mieux Racine aux enfants, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Et limite, la délinquance, c'est parce qu'il y a un problème de transmission culturelle ou de rapport à l'autorité qui ne se ferait pas, etc. Et vraiment, toute la sociologie dit le contraire, quoi. Il y a une espèce de... Pourquoi des décennies de travail de chercheurs n'est pas entendu là-dessus? Et pourquoi on fait comme si... Et les institutions qui produisent les chercheurs qui produisent ces recherches, et les institutions qui produisent ces recherches ne s'appliquent pas à elles-mêmes. Ces constats-là. Parce que donc l'université continue ce truc. On a des notes sur 20 à l'université avec des mécanismes qui excluent énormément. L'échec en première année est gigantesque. Il n'y a pas du tout, enfin pratiquement pas, c'est quasi inexistant les systèmes d'orientation qui font que si en L1 ça va pas, tu vas être bougé, tu changes de filière, tu changes de truc. Dès le lycée, d'être guidé à faire telle chose, faire des trucs, faire tel machin. Chose qui peut se faire dans l'intimité d'une famille qui est très attentive qui va être très attentive à l'avenir de ses enfants, qui va dire qu'est-ce que tu veux faire, regarde ce qui existe, on regarde, et les classes préparatoires, etc. Et en fonction des résultats, du niveau social et culturel, les choses se font ou pas. Mais malheureusement, sont surreprésentées des classes populaires où il n'y a pratiquement pas d'attention, ou alors qui va être très limitée. Il faut que tu trouves un travail, il faut une application directe à ce que tu vas faire, etc. Et finalement, même chez ceux qui ont plus d'aspiration, avoir envie que leurs enfants fassent des études et accèdent à des qualifications intellectuelles et un poste intellectuel éventuellement pour leurs enfants, ça ne leur donne pas la connaissance de comment marche le système universitaire, comment se débrouiller, s'en sortir. Même dans l'université, il y a de plus en plus de sélections, il y a des filières qui vont être plus valorisées que d'autres à l'intérieur. Et celles où vont ceux qui aspirent à des grandes écoles de tel type ou pas dans la continuité. C'est un système de stratégie. Et il n'y a rien qui est fait pour ce système-là de stratégie. Et finalement, le fait que l'université ne se l'applique pas à elle-même, je pense, est représentatif de quelque chose, quoi. Qui continue d'assumer ce rôle d'exclure une partie de la population du monde intellectuel. Et le pire, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que ça se fait avec un vernis de baratin inclusif. Tu vois. Moi, je suis très choqué par les retours que j'ai de copains qui sont profs dans le lycée. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans un truc qui va être un discours, mais qui est un pur discours, hein, ultra permissif avec les élèves, tu vois, et ultra répressif vis-à-vis des profs. On va leur dire, prenez en compte les besoins de vos élèves, leurs attentes, soyez empathiques, machin, enfin, soyez bienveillants. Il y a tout un espèce d'appareil idéologique sur la bienveillance. Et par contre, vis-à-vis du prof... Qui est en fait une bonne idée. Hein. Non mais, le prof il est tout seul, l'administration le surveille en permanence, il est sur Pronote, t'as les familles de profs qui le harcèlent en permanence parce que leur petit chéri n'a pas eu telle ou telle note. Les parents d'élèves, oui. Oui, pardon, les parents d'élèves, je sais plus ce que je dis, mais les familles d'élèves, quoi. Ils sont comment... en fait, ils se comportent avec les profs comme si les profs étaient des prestataires de services. En gros, les familles payent des impôts, les impôts financent les salaires des professeurs, donc quelque part, les profs sont les salariés des familles, et il y a une obligation de résultat, quoi. C'est-à-dire qu'on met l'enfant dans l'institution, et si l'institution n'a pas des résultats immédiats et très rapides pour lui permettre après d'avoir un avenir sur le marché du travail, là, il y a une défaillance qui est quasiment, tu vois, d'ordre professionnel, tu vois. C'est un truc qui est quand même très fort. Et ça me frappe, parce que, effectivement, hein, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, l'exclusion, elle est toujours là, que ce soit au lycée ou à l'université. Il y a une vraie reproduction des inégalités et des mécanismes d'exclusion. Mais en plus, tu as un pur discours de pseudo-inclusion bienveillante, où les profs se prennent tout dans la gueule, tu vois. Parce que, tu sais, on dit, voilà, les profs, ils ont des congés, machin et tout, mais il faut voir ce que c'est quand même les conditions matérielles du métier maintenant. C'est-à-dire que pour faire ce métier-là, entre l'administration, la hiérarchie, les élèves, les parents d'élèves, la société, les médias, il
faut quand même avoir des nerfs sacrément accrochés, quoi. Vu le montant du salaire, vu les conditions de travail, c'est inouï, quoi. Ah ouais, ils ont une position très particulière en plus, parce que en fait, ils ont deux missions. C'est qu'il y en a une qui est fondamentale et qui est vraiment le succès merveilleux des systèmes scolaires, c'est la transmission du savoir fondamental. C'est vrai qu'on a globalement un grand succès à apprendre à lire, écrire et penser dans un certain cadre, dans une certaine mesure à tout un tas de gens. C'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui vont jusqu'au bac, et contrairement à l'alarmisme de baisse de niveau qu'on peut entendre, etc., sur l'ensemble de la population, il y a quand même eu une élévation très importante, même dans les discours publics. Le fait de manipuler des pourcentages dans le discours public dans les années 50, par exemple, c'est impensable. Enfin, là, c'est pas mon avis personnel, c'est des travaux sociologiques que j'ai eu là-dessus. C'est impensable le niveau de manipulation d'objets conceptuels qu'on a aujourd'hui. Et là, il y a vraiment une hausse très importante. Et même les travaux du psychologue qui nous a quittés d'ailleurs, qui est l'effet Flynn, et le psychologue qui s'appelle Flynn, justement remarquaient la hausse très importante du quotient intellectuel un peu partout dans le monde, avec les progrès dans les systèmes, déjà l'hygiène, l'intimité, les développements des systèmes scolaires. Là-dessus, c'est un grand succès qui, en ce moment, semble un peu plafonné, mais qui peut encore se développer. Je pense qu'il y a de belles ambitions à avoir de cet aspect-là. Et ça, c'est très important, il ne faut pas l'enlever, et surtout pas à l'université. Vraiment, le savoir critique, l'érudition, la connaissance, la science aussi, la méthodologie scientifique. Vraiment, on en parle en 2021, c'est très 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 important que tout ça continue et soit encore plus démocratisé et ouvert. Mais il y a le deuxième aspect du travail qui est par contre un énorme problème, c'est la classification. C'est que il y a la fameuse constante macabre qui a été un peu critiquée en fait. Dans les sciences de l'éducation, c'est plus compliqué que ça. Mais le prof continue d'être sanctionné s'il met que des bonnes notes. Et en fait, il ne crée pas une mesure d'acquisition des connaissances, il crée une échelle de répartition des élèves. Okay, donc il va faire des bons, des moyens et des mauvais. Il ne va pas mesurer, contrairement au blabla qu'on va entendre, l'acquisition de la connaissance. En fait. Une grande majorité va avoir acquis la connaissance, mais ce n'est pas ça qui va justifier la note. Et on va classifier, et cette classification-là, malheureusement, elle est trop bien corrélée au niveau social. Et même les écoles entre elles vont avoir ce type-là. Il y a des petites écoles de banlieue qui n'ont que des élèves de certaines catégories sociales, qui vont, même au niveau symbolique, se retrouver dévaluées, juste parce qu'elles existent dans cet espace géographique. Elles sont de fait, de par leur existence même, dévaluées, et d'autres surévaluées. Ce qui fait qu'on surestime, même dans la représentation, on se dit qu'ils vont être meilleurs parce qu'ils viennent de beaux quartiers et des compagnies comme ça. Et même nos représentations sont complètement biaisées et mélangées. Ce travail-là de classification, ça rend les profs, ça en fait des agents très particuliers de la société, quoi. Et ça, ils jouent ce rôle-là à tous les niveaux du système, de la maternelle à la fin de l'université. Voilà, ils classent, ils ordonnent et ils permettent d'exister à certaines pensées, certaines choses, et un peu moins à d'autres. C'est d'autant plus troublant que c'est plutôt un électorat historique de la gauche, les professeurs. Justement, les profs, c'est pas du tout ceux qui acceptent le mieux la reconnaissance de types de cultures différentes. Justement, c'est une place un peu particulière. Ils semblent tenir absolument à enseigner Racine à des enfants possiblement de classe populaire, alors que ça n'aura pas forcément... Le rôle que tu dénonces là, du professeur qui donne accès à l'existence ou qui supprime en gros, si je comprends bien, la culture populaire, la culture des classes populaires, d'autres formes de culture en gros que la culture bourgeoise, disons. Juste les agents locaux de la non-reconnaissance de cette culture-là. D'accord, ok. C'est eux qui, voyant une citation de Booba dans une copie, mettront une mauvaise note. C'est pas des phénomènes informels qui ont lieu. C'est un prof qui voit un jour une citation de Booba dans une copie et qui la sanctionne. Le programme, c'est pas eux qui le déterminent. Les horaires des cours, c'est pas eux qui les choisissent. La densité du nombre d'élèves dans les classes, c'est pas non plus eux qui les choisissent. Le nombre d'heures,
dans la semaine de cours, c'est pas eux non plus. Leur allocation géographique est également hors de leur contrôle. Donc en fait, si tu veux, il y a il n'y a pas de, moi je vois pas de zèle en tout cas. Si tu veux, les profs sont pas du tout. On leur demande sans cesse de faire des choses nouvelles sans leur en donner les moyens. Et donc ils sont dans un. En fait, ils ont eux-mêmes un rapport très compliqué à l'institution dont ils font corps en fait. Ils sont une partie d'une institution qui les maltraite, qui sont censés représenter devant le monde en fait, devant les élèves, les parents, en fait, l'âge de la société. Mais ils sont eux dans des positions très particulières, très tendues, et à mesure qu'on leur retirerait des moyens, ils sont dans une situation d'autant plus bancale. Ce que tu dis là, c'est typiquement le discours que j'entends de tous mes potes profs. C'est-à-dire d'avoir un amour de leur métier, mais le sentiment qu'ils ont une bureaucratie et une administration qui fait tout pour casser le boulot, quoi. Recours aux contractuels, privatisation de l'éducation nationale, les classes qui grossissent avec les fiches de paye qui sont grignotées et puis qui stagnent. Il y a eu un gel du point d'indice qui fait que ces fonctionnaires-là n'ont pas d'augmentation de salaire. Donc oui, des conditions de travail épouvantables, et puis toujours cette idée que tu retrouves dans la société, que c'est des grosses feignasses qui corrigent des masques de clown et qui partent en congé et qu'ils servent à rien, quoi. C'est quand même un discours poussant quand tu prends le... C'est vrai, même si j'ai pas envie de donner de place ici à ce genre de conneries sur ils auraient trop de vacances ou ce genre de bêtises. Non, mais tu vois bien, c'est un truc... mais même de façon plus subtile, tu vois, si on va dans des choses un peu plus raffinées, moins bourrin, c'est très intéressant le fait que Céline Alvarez ait fait un best-seller sur les lois naturelles de l'enfant, quoi. Parce que je sais pas si tu vois un peu ce que c'est. C'est en gros, elle a repris les trucs Montessori, elle a écrit son bouquin, et elle a fait tout un narratif derrière, où elle disait que... À partir des Montessori ? Ouais. Parce que Montessori je connais, mais pas Céline Alvarez. Non mais en gros, elle a fait un bouquin, Céline Alvarez, qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant, c'était un gros succès il y a quelques années. En gros, elle disait, voilà, elle était prof en primaire ou en maternelle, je sais plus, et en gros, elle disait, voilà, j'ai été dégagée de l'institution après avoir appliqué ces méthodes Montessori, donc en gros, des classes avec des ateliers, jardinage, machin, tous ces trucs-là et tout. Et la méchante éducation nationale jette de son palais la gentille pédagogue, tu sais, montessorienne. Oui. Et elle a fait son livre, et elle est dans sa propre école Montessori qui coûte une couille, et qui applique ces méthodes pédagogiques contre lesquelles j'ai rien, tu vois, parce que tu sais, quand tu lis la République de Platon, il parle déjà de la pédagogie par le jeu dans son projet de cité idéale, tu vois, et donc c'est des trucs qui sont assez anciens, tu vois, de savoir que par le jeu, par ces aspects-là, on peut avoir un développement psychique de l'enfant très intéressant. Mais le problème, c'est que eux, en fait, ils appliquent ça à tout, quoi. Ils voudraient qu'on fasse ça au collège, au lycée, à l'université, pourquoi pas. C'est des trucs qui sont trop extrêmes, toi. Et pourquoi je disais c'est intéressant le succès que ça a, c'est que c'est discours à mort anti-éducation nationale, quoi. C'est-à-dire que les profs adhèrent à une idéologie répressive qui asphyxie l'enfant, qui l'étouffe. Le fond de réalité, on en a discuté, tu vois, les logiques d'exclusion objective, tout ce truc-là. Mais elle, en fait, elle produit une idéologie là-dessus, à la sauce bienveillante inclusion en radicalisant son truc. Et après, elle se retrouve, comme la plupart des gens qui défendent ces pratiques-là d'école Montessori, moi j'ai rien contre Montessori en tant que tel, mais je trouve que les pratiques éducatives qui ont lieu dans les écoles Montessori, les tarifs des écoles, l'espèce de sectarisme entre grands bourgeois. Et on est assez sensible à la philosophie, je suis assez sensible à l'enseignement de la philosophie en terminale. Il y a deux philosophes qui s'étaient mis ensemble pour faire un vrai programme intéressant d'apprentissage de la philo au lycée, c'est Derrida et Bouvresse. Bon, ils ont toutes les différences du monde sur leur conception de ce qu'est la philo, mais ils s'étaient mis ensemble et il y a eu un rapport entre les deux, produit, une vraie proposition. Et c'est sans doute deux des philosophes les plus talentueux et représentatifs d'une certaine époque philosophique. Enfin, j'aime beaucoup Bouvresse. Moi je pense qu'on devrait justement... Moins Derrida. Mais à l'époque c'était beaucoup plus Derrida que Bouvresse qui était sur le devant de la scène. Mais je pense quand même que ça devrait être ce genre de figure-là auquel on donne la possibilité de faire des propositions sur ce que devrait être l'enseignement d'une discipline.
Donc là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on deux philosophes de premier plan font une proposition? Mais en fait, ça n'existe pas, c'est pas mis en avant. Et on continue à nos systèmes. En fait, cette inertie terrible, elle fait perdre espoir totalement beaucoup de gens, quoi. C'est intéressant comme témoignage parce que j'ai un ami, sa mère, et en gros, c'est sur son milieu familial est d'origine grecque plutôt, tu vois. Et il a une grand-mère qui était donc immigrée grecque en France, qui s'est établie à Marseille. Et elle était à fond dans le mythe républicain, tu vois. C'est-à-dire qu'elle y croyait vraiment, tu vois, mais en tant que prolétaire. Et en gros, elle était en mode, tu travailles, on vit dans un monde méritocratique, on n'est plus chez les religieux orthodoxes d'où on vient, les machins. Tu bosses, tu travailles, tu auras un diplôme, un bon boulot, et ça ira, tu vois. Et ses enfants, elle les a élevés comme ça, dans ce mythe-là. Et il y en a un qui a très bien réussi, qui est parti en Angleterre, travailler dans je sais plus quoi, tu vois. Je crois qu'il a travaillé dans les banques, il me semble. Et par contre, il y a une fille qui est restée. Et la fille, en fait, elle est devenue dentiste. Et en fait, elle a son cabinet de dentiste, là, mais en fait, elle vit assez mal, parce qu'en fait, elle n'a pas de réseau. Et c'est pas un réseau, tu vois, ça s'apprend pas dans les livres des maîtres d'école, quoi. Donc, complètement isolé, machin. Et ça, en termes de souffrance et de frustration sociale, c'est énorme, quoi. Parce qu'on te vend pendant toute ton enfance, par la bouche de ta mère en l'occurrence, un mythe républicain d'élévation sociale. Tu bosses, tu travailles, tu sacrifies tes nuits, tu sors pas, tu fais pas la fête, machin, etc. T'es sérieux et tout. T'as le diplôme avec mention et tout, tout est nickel et tout. Et au moment où tu fondes ton cabinet, bah, t'as pas les codes du milieu, t'as pas le réseau, t'as pas tous ces trucs-là. Et donc t'es isolé et tu te retrouves avec une carrière assez... Enfin, qui s'envole pas, quoi. Et tu vois des camarades de promo qui, eux, ont des salaires mirobolants, qui vont à l'étranger, qui ont une vie exceptionnelle et extraordinaire, en ayant eu des résultats, tu vois, moins importants. Tu vois. Donc là, t'as une violence qui est... Mais en fait, le plus choquant, c'est que malgré que la science ait fait le travail, ça n'aboutit pas à des transformations de la société. Mon idéalisme romantique, ce serait que c'est au rôle des institutions de se saisir de ça, et justement de se dire, merde, on a toutes les raisons de penser que l'évaluation de telle manière, ça marche pas. On va adapter notre système pédagogique à la science. Et peut-être que la science, ce sera jamais la vérité vraie, absolue. La science n'a pas ambition à être la Bible, quoi. Mais c'est juste que, voilà, on a testé sur une cohorte de 10 000 élèves les effets de la note sur 20 dans tel type de contexte. On voit que c'est pas du tout ce qu'on veut, donc on arrête. Est-ce que tu pourrais donner ta définition de la science pour que les gens comprennent, quoi? Ah bah... Parce que sinon on peut trop reprocher de parler abstraitement de la science avec un grand S. Tu sais. Bah en fait c'est plutôt assez restreint, petit s, beaucoup plus que celui qu'on utilise en général dans le langage commun. C'est un peu l'institution que se donnent les sociétés pour l'explication du réel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un département alloué à l'explication de la réalité, des phénomènes sociaux, des phénomènes physiques, des phénomènes psychologiques. Et il y a des gens qui vont être payés pour ça, et qui vont vraiment se vouer toute leur vie à l'explication de certains phénomènes. Et donc, bon, après, on peut discuter sur est-ce qu'il est pertinent de distinguer les disciplines et compagnie. J'évite les débats. Juste, voilà, c'est la tentative par des corps de métier dédiés d'explication de certains types de phénomènes restreints dans un champ qui sont déterminés par les scientifiques. Après, c'est que on va dire que dans le sens plus concret, la science, ça va être à la fois les gens qui la font. Là, j'utilise souvent en histoire des sciences, on va diviser la science en ces trois aspects. Les gens qui la font, la tradition qui a précédé les gens qui la font, c'est-à-dire pour Darwin pour un biologiste par exemple, des choses comme ça, l'ensemble de textes fondateurs sur lesquels continuent d'avoir une certaine pertinence certains problèmes, et la pratique elle-même, l'ensemble de méthodes, les outils, donc le microscope du chimiste, etc., qui eux-mêmes ont une histoire et vont avoir tout un tas de contraintes. Tout d'un coup, il y a un outil qu'on invente et qui n'existait pas avant.
ça change tout un tas de pratiques. Donc je me suis intéressé aux sciences cognitives. Tout d'un coup, il y a l'IRM fonctionnel qui apparaît dans les années 80, qui était déjà un peu en tâtonnement dans les années 60-70. Ça devient une technique stable tout au long des années 80-90 et apparaît des approches scientifiques qui se servent de ces outils-là. Donc des chercheurs qui souvent viennent de tout un tas de disciplines, des philosophes, des psychologues, qui utilisent des outils, des textes fondateurs et qui font avancer des disciplines, en créent d'autres. Et il y a une spécialisation qui justement crée une difficulté pour aborder. Comme c'est très spécifique et très technique, c'est difficile d'accès. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a progressé, quoi. C'est-à-dire que comme on n'en est plus à des explications très très générales sur comment fonctionne la vie d'un organisme de base comme un être humain ou un vertébré, là on a pu aller assez loin pour se dire comment tel neurone est en interaction avec tel autre. Et là on fait de la neurologie animale par exemple, chez la grenouille, je prends un truc au hasard. Et on est obligé de... C'est intéressant d'aller à la neurologie animale de la grenouille parce que on a déjà fait un progrès considérable sur la biologie plus générale des vertébrés, dont la sous-classe, la catégorie, l'espèce de laquelle appartient la grenouille déjà. C'est plutôt positif en fait la spécialisation, ça veut dire qu'on a progressé. Et en plus, avec tout un tas de systèmes de critique, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de remettre en question le cadre général, l'outil qui est en train d'être utilisé. On a cru à un moment donné déceler des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière à un moment donné. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème matériel qui a faussé la mesure. Et c'est important de toujours pouvoir remettre en question les méthodes, les outils, les gens qui font ces travaux-là, parce que sinon ça devient des formes dogmatiques et on n'avance pas. Donc il faut c'est du scientisme, quoi. Il faut pouvoir... en fait, traditionnellement, le scientisme, ce serait de considérer que la science pourrait répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que, on a un problème de chômage, la solution elle serait scientifique. Tu vois. T'as un chagrin amoureux, tu te dis, bon, c'est jamais qu'un amas de molécules, de cellules, tout va bien. Et là, on est... Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que... On arrive un peu à la limite de ton temps. Ouais, ok, d'accord. Donc on va... Je te laisse répondre. Oui, non, moi j'ai l'impression que le discours dominant sur les sciences que j'entends, en tout cas dans les sphères, tu sais, intellectuello-philosophiques, là, c'est beaucoup plus du postmodernisme relativiste, tu vois. Genre la science est un discours parmi d'autres, c'est l'expression d'une singularité occidentale. Comment dire, il n'y a pas de vérité scientifique, il y a une volonté de vérité. Enfin, je sais pas comment ils vont tourner le truc, tu vois. Mais c'est beaucoup plus. Moi, honnêtement, je préfère un objectivisme scientiste et positiviste, s'il faut choisir, entre un irrationalisme postmoderne, quoi, qui se veut, tu vois, après la science, après les grands récits. Tout ça, ça me semble vraiment toxique. Hein. Quand je vois d'ailleurs Raoul qui se réclame de Feyerabend, c'est pas étonnant. Hein. Mais le fond global de dire que la science elle-même serait impossible et avoir une méthodologie vraiment scientifique serait impossible, comme le cœur de l'argumentaire. Oui, il y a des enjeux sociaux qui sont... Et justement, on peut faire des progrès institutionnels pour les limiter. L'idée d'avoir une institution dédiée à l'explication de la réalité, divisée par discipline, c'est sûrement une des meilleures idées qu'on ait eues, quoi. Avec l'invention de l'école qui va transmettre ce savoir acquis, quoi. C'est-à-dire de se dire, waouh, on va utiliser des méthodes qui ne sont pas le propos d'autorité, la rumeur, on va pas s'arrêter à des témoignages ou à des théories perso de génie fou. On va pas s'arrêter au discours religieux qui se voudrait être une vérité révélée. C'est une manière de penser. Et souvent, les historiens de sciences, ils pensent qu'ils corrèlent ça avec la pensée démocratique. C'est-à-dire qu'avec un système réellement démocratique où il y a des libertés fondamentales d'opinion, d'association, on peut produire un savoir indépendamment de ce qu'en pense le pouvoir, indépendamment des tenants d'une vérité officielle, quoi, et essayer de la produire. Mais forcément, je te propose qu'on discute à fond de ça la prochaine fois, si tu veux. Ouais, déjà, il faut qu'on parle des partis politiques, des institutions, de la science. C'est même un gros projet. L'idée démocratique, elle est intéressante à discuter, parce que là, j'aurais des critiques assez féroces à faire. Bon, voilà, c'est fini. Ok.
Je vais charcuter au montage pour que ce soit à peu près audible. Ok, ça marche. Mais je ferai en plusieurs épisodes parce que là, ça va être long. On a brassé large. Merci. C'était l'entretien cosmique par Céphalopode Cosmique avec Benjamin. C'est la fin de notre entretien. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité où on parlera du sujet cosmique.